Et une belle improvisation. On a à la fois des vignettes cliniques, on a à la fois du contenu épistémologique, on a des hypothèses. Juste sur l'histoire de théorie pratique, j'ai un copain lacanien, mais il n'est parfait. Et il a cette phrase que je trouve géniale, une bonne théorie, c'est pratique. Je suis convaincu. Et cette idée sur Whittaker qu'on répète à longueur de temps, il faut quand même savoir que Whittaker avait écrit des éléments théoriques extrêmement puissants liés à ce qu'il appelait les fragments symboliques. Et il avait une théorie, alors qu'on pourrait contester aujourd'hui à la lueur des travaux épidémiologiques dont parlait Florent Poupart ce matin, mais il avait une conception très très claire sur le fait que les troubles étaient liés à des problèmes de symbolisation, etc. En cela, il reprenait un peu l'héritage psychodynamique de son époque, mais il avait une théorie tout à fait claire sur la question du symbolisme, et du coup, c'était très cohérent avec son modèle d'intervention, l'implication du thérapeute, le setting qu'il avait, etc., etc. C'est pas du tout quelqu'un de farfelu qui avait pensé à rien et qui arrivait, qui faisait n'importe quoi avec les familles et qui était juste hyper créatif comme ça. Pas du tout. En fait, il avait une réflexion et une construction théorique, même s'il ne la mettait pas en avant et qui mettait en garde contre. En fait, c'est le fait de penser que la théorie serait le réel et qu'en maniant la théorie, on manie le réel. Je pense que c'est contre ça qu'il voulait mettre en garde. Ceci nous aide à penser, ceci nous aide à travailler. Ce n'est pas. Non, je crois ça. Mais tu sais, des fois, on disait même qu'il s'endormait en thérapie, fait, tu es au courant de tout ça. Mais c'est des. Bon, bref. Je peux juste faire un point sur Whittaker. Ben oui, on va demander aux Américains de nous dire quelque chose sur les Américains. Alors, ça marche? Ok. Alors, en fait, ce qui est particulier, c'est que j'ai eu le plaisir, dans une période où je passais à Philadelphie avant d'immigrer, Whittaker était à Charles Clinic, alors que Minouchi n'y était pas, et j'ai pu assister à donc, ces consultations pendant une longue période, une période donc de plusieurs semaines. Alors, ce qui me faisait penser à ce que notre collègue avait dit ce matin, c'était l'histoire de la paradoxalité du thérapeute, parce que en fait, on parle de Whittaker, on oublie toujours qu'il n'a jamais rencontré une famille seule. Il a toujours rencontré une famille en cothérapie et qu'il se passait un phénomène très particulier dans l'usage du cothérapeute, qui était justement qu'un peut s'avancer à dire des propos, je dirais, un peu fous, pour autant aussi que l'autre soit en arrière dans la réalité, en particulier avec sa femme, c'était dans ce sitting que je l'ai rencontré, et en fait que la famille se trouvait dans une espèce de tourbillon entre des choses très très provocatrices et une sorte de stabilité, je dirais presque paysanne à quelque part qu'il avait d'ailleurs, et que c'est dans ce contraste-là qui bougeait aussi la famille, ce qui est très particulier. Et puis un autre élément, c'est que probablement par rapport à ces thérapies, à beaucoup de thérapies stratégiques, c'est que Whittaker qui pouvait vraiment décoller. Donc là, une des séances dont je me souviens, il faisait monter un koala dans les mailles de son pullover. Et il parlait à son koala tranquillement avec le pullover, voilà. Sa femme, pendant ce temps, était là, qui tricotait. Et donc, c'était une scène très, très désopilante à quelque part. Mais en même temps, que sûrement tricoter son pullover, je suppose, mais en même temps, dans cette tension, c'est vraiment... D'abord, la famille doit finalement trouver le moyen de parler à ces gens-là, ce qui n'est pas évident du tout, parce qu'on ne sait pas si on parle d'une manière... Et d'autre part, il avait une capacité énorme de reconnaître la souffrance des gens et de s'arrêter pile quand il avait une rencontre avec la souffrance, et en particulier, il déconnait totalement avec un frisbee. Il jouait au frisbee dans la salle pendant qu'il vaguement parlait à la famille. Et tout d'un coup, dans cette espèce de scanner, il y a une phrase où il a compris que l'enfant venait de perdre son père. Et on voit la capacité, justement, de jouer entre ces deux mondes constamment, qui est très, très difficile à reproduire, justement parce que ce n'est pas caricatural de rester que dans une seule position, qui a cet élément de solidité d'une part et puis de perception de la souffrance des autres. Et ça, je voulais juste rapporter puisqu'on est dans cet échange-là. Merci pour ce complément tout à fait utile et précis pour nous montrer qu'à la fois, il y a cette dimension qui est une dimension de créativité et de laisser les associations primaires à l'œuvre dans le travail thérapeutique et en même temps d'avoir un cadre solide, de pouvoir être contenant, de pouvoir être proche de la souffrance. Et c'est vrai qu'on pourrait caricaturer Whittaker sur le côté simplement provocateur, mais il y a d'autres aspects de son travail qui sont tout à fait importants aussi. Et la cothérapie aussi, oui.
le divan réacteur, hein, l'idée d'avoir quelqu'un qui prend les photos pendant que l'autre travaille, c'est cette idée. Bon, on a du temps pour discuter. Alors c'est un moment où les choses basculent, c'est-à-dire qu'on passe de la tribune à la salle, et où on va pouvoir avoir un échange. Donc les questions, les remarques, les commentaires, vos interventions sont bienvenues. Il me faudrait des porteurs de micro. Ouais, c'est bon. Donc Jérôme Farc, je suis thérapeute familial et psychanalyste. D'abord, merci Serge pour ton accueil et puis surtout un congrès très chaleureux. Je pense que c'est propre aux systémiciens, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la vie, la créativité et c'est toujours souvent chaleureux. Donc j'apprécie particulièrement ça, et puis les interventions. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, Madame Nagy. Moi, ça me questionne beaucoup. Je suis très sensible à l'approche intégrative. J'y crois complètement. Je pense que effectivement, tout est affaire de joining, d'affiliation, de transfert. Finalement, on dit un peu la même chose. Et je crois beaucoup à la posture, à l'implication, et à la sincérité, à l'engagement qu'on prend dans le travail dans lequel on est engagé. Mais je repensais à la question du paradoxe, et je me dis finalement, en soutenant une approche intégrative, il me semble qu'il y a deux écueils. Le premier, c'est comment arriver à pouvoir, on en avait parlé avec Serge à un moment donné, élaborer un langage commun qui tienne compte à la fois d'un rendu du réel du travail et en même temps qui nie pas nos spécificités, notre singularité. Donc ça, comment on peut résoudre ce paradoxe-là? C'est ma grande question, c'est-à-dire comment on peut à la fois effectivement être dans cette approche intégrative et en même temps ne pas nier la complémentarité finalement, qui est aussi nécessaire dans les différentes approches. Voilà, j'en suis là aujourd'hui, mais je suis ravi d'entendre tout ça et puis de ce qui me paraît assez évident de pouvoir le partager avec vous, quoi. Voilà. Voilà. Alors d'abord, je vous remercie pour votre question parce qu'en fait, dans le peu de temps qui était imparti, j'ai fait un peu raccourci justement sur une partie qui pose problème. En réalité, pour moi, je dirais que cette position de psychiatre de famille, ça veut dire d'ouvrir sur d'autres membres de la famille et d'autres situations, comme je l'ai décrit, me pose personnellement pose moins de problèmes que la réalité de travailler avec deux casquettes, qui est la gestionnaire, en guillemets, de la séance de thérapie familiale, avec l'outil, en particulier dans la thérapie contextuelle, qui est la partialité multidirectionnelle. Mais comment est-ce que ça se passe quand on change d'outil et qu'on sort de la chaise du thérapeute contextuel? Et là, que ça soit qu'on pose tout d'un coup, parce qu'on a l'expérience du monde psychanalytique, qu'on se risquerait à par exemple, une interprétation, ce qui pourrait nous venir à l'esprit à un moment donné, comme dans la thérapie familiale d'inspiration psychanalytique, par exemple. Ou alors, si c'est la fonction de psychiatre prescripteur, dans les deux cas, en fait, on a réellement, et là je crois que c'est totalement justifié de l'évoquer, le problème de la double casquette. Ce qui est différent pour moi que l'inclusion d'étendre le service à plus de membres de ma famille, qui là reste dans la cohérence que je fasse que le problème de la double casquette se pose avec la première personne ou avec la troisième. Et là, on a eu beaucoup de discussions. Et en fait, la réponse pour moi, c'est une question de pertes et profits. Ça veut dire que, en réalité, par exemple, mon mari, qui avait quand même fait toute sa carrière assez avant l'utilisation des médicaments, lui, en fait, se défilait gentiment en me demandant de faire la clinique, comment s'appelle ça, la consultation, comment s'appelle ça, psychopharmacologique pour les personnes dans les familles qu'il rencontrait. En particulier, j'avais suivi une patiente anorexique où, en fait, je m'occupais des labos, de voir si ça passe ou ça casse au point de vue
du poids et des choses comme ça. Et en fait, à un moment donné, donc, je gérais cette partie beaucoup plus technique et lui avait reçu à l'époque la famille. Alors après, il y avait le problème de savoir avec un duo comme le mien. En fait, curieuse, la situation dont je vous parle avec l'anorexie, c'est pas très correct parce qu'en réalité, je fonctionnais là dans mon travail d'hôpital et lui comme thérapeute de famille à l'extérieur. On n'était pas donc dans le même cabinet. Mais donc, lui, il résolvait le problème grosso modo en ne s'engageant pas dans la partie, je dirais, de la psychiatrie dure et dure. Et pour moi, le problème que j'ai rencontré aux États-Unis qui m'a plutôt poussé à prendre la double casquette qui pose problème, par exemple, avec la fille dont je décris, il y avait des soucis immédiats avec des effets secondaires, le fait qu'il fallait que je vérifie qu'elle était passée au labo faire ses tests, etc., etc. C'est que la pratique de la psychiatrie aux États-Unis pour des gens comme ça aurait tellement compliqué, disons, de travailler en conjonction avec quelqu'un avec qui j'étais confortable de travailler comme psychiatre, m'aurait été plus difficile pour moi que d'avoir les deux casquettes. Donc, dans cette situation-là, dans les pertes et profits, je perdais moins à faire les deux, y compris pour les autres membres de la famille. Mais il y a eu d'autres situations où j'ai préféré rester sur la chaise d'intervenant thérapeute familial et de ne pas m'engager dans la casquette dans l'autre. Mais ce qu'il y a eu d'intéressant aussi, c'est qu'il y a eu l'autre assiette, l'autre position où j'étais consultante pédopsychiatre, en particulier à Children's Clinic, curieusement, qui avait quand même besoin de consultants de pédopsychiatrie pour les thérapeutes familiaux. Et donc, c'est une position tout à fait particulière à Children's. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans la discussion bête des médicaments, par exemple, je prends l'exemple d'un petit garçon, je lui demandais comment ça avec les médicaments. Le compte des médicaments n'était pas tout à fait juste. Je lui dis, mais je ne serais pas censée vous refaire cette prescription déjà maintenant. Comment est-ce que ça se passe? Elle dit, je ne sais pas, il faut lui demander parce que ce n'est pas moi qui m'occupe des médicaments. Le gosse avait 8 ans, on parlait de Ritaline. Et donc, à ce moment-là, on entre dans la question de la parentification de l'enfant. Et j'ai entré dans ce domaine de qui donne, qui reçoit, à travers la défaillance autour de la gestion du médicament, sans devenir thérapeute de famille pour autant. Mais je pense que c'est très important cette question, parce que c'est quelque chose que j'ai oblitéré dans ma présentation tout à l'heure, qui est vraiment il faut vraiment s'arrêter avant de se lancer pour voir quelles sont les ressources à l'intérieur dans le système thérapeutique. Est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas, qui fait quoi, et les pertes et profits par rapport au double rôle ou non. Sur la question d'intégration et singularité, cette idée que si on est sur une approche où on va intégrer des aspects biologiques, pharmacologiques, neurobiologiques, etc., et puis des aspects sociaux, et puis des aspects contextuels, et puis des aspects éthiques, et puis des aspects plus psychodynamiques. Bon, je me dis que la singularité, c'est l'intégration. C'est-à-dire, c'est comment chaque thérapeute fait avec toutes ces dimensions-là et fait l'intégration. C'est-à-dire, c'est le creuset du thérapeute qui doit réaliser l'intégration, qui n'est pas une intégration qui serait la bonne intégration, qui serait à l'extérieur de soi, mais la façon dont chacun va intégrer ces dimensions et les utiliser et s'utiliser. Ça ouvre une deuxième question que finalement on pourrait discuter ensemble en écoutant la réponse de Catherine, qui est au fond qu'est-ce qu'on fait quand on est psychiatre prescripteur et quand on est thérapeute de famille et quand on est prescripteur et qu'on reçoit des familles sans forcément être en place de thérapeute de famille, mais en place de recevoir quand même la famille dans le cadre de la consultation, etc. Je sais qu'il y a des psychiatres dans la salle qui sont dans ces situations-là. Je pense que ça pourrait être assez fécond qu'on ait une discussion autour de ça et qu'on puisse dire au fond comment on se débrouille en se disant qu'il n'y a pas la règle absolue et que s'il y avait la bonne règle absolue, ça serait déjà publié et normé. Mais comment les uns et les autres se débrouillent et quelles sont nos difficultés et quelles sont nos ressources par rapport à ces questions. Mais je sais que juste avant qu'on rentre dans ce débat, Christian voulait dire quelque chose par rapport à la question de Jérôme. Oui, donc moi-même, je pourrais me définir comme un modèle intégratif, justement où j'ai utilisé plusieurs formes de thérapie, tout en gardant ma singularité propre. Simplement, d'ailleurs, la pire des choses pour moi, ce serait d'imiter ou de faire comme. Ce serait difficile. Par rapport à
double appartenance, je voudrais faire remarquer que dans la région, la plupart des praticiens en thérapie familiale sont infirmiers, et que c'est compliqué pour eux, dans les activités partielles, d'être de temps en temps psychothérapeute, de temps en temps infirmier. C'est une torture, c'est une torture. Et les faire travailler seuls, par exemple, en supervision plutôt qu'en cothérapie, qui coûte cher et qui pose d'autres types de problèmes, c'est très difficile. Moi, par exemple, j'ai compris, j'ai quitté l'hôpital. À quel moment j'ai compris qu'il fallait que je quitte l'hôpital et ne pas être à la fois psychiatre et psychothérapeute? J'étais de garde à l'hôpital, un dimanche. Arrive un patient mené par les pompiers et les gendarmes. Les gendarmes sont devant, les pompiers sont derrière. Donc il sort du véhicule de pompier et est amené. Et je vois 3 voitures qui arrivent, donc alors les infirmières disent « Monsieur, quelqu'un est arrivé, tati tata, donc alors, installez-le, tout ça. » Moi j'attends qu'ils soient installés, il était énervé, il était violent. Pas violent, mais enfin bon, on avait peur, alors ils l'ont attaché, tout ça, bon bref. Et il y avait son père qui était là, avec sa mère, et son frère est arrivé, son frère aîné, avec notre voiture. Donc, alors tout le monde est là, je sors pour leur dire, écoutez, vous inquiétez pas, ne partez pas, j'aimerais vous poser quelques questions si vous êtes d'accord. Les gendarmes ont le temps, les pompiers ont dit on n'est pas pressé, et la famille attend. Donc. Alors en attendant que les infirmiers installent ce monsieur, qui se calme un peu, bon, qui reprenne ses esprits, parce que ça passait pas bien, je commence à discuter. Alors les gendarmes me disent, vous comprenez, on le connaît bien, non, il a le village, il est gentil comme tout, on le connaît, mais il est venu devant la gendarmerie, il est gonflé. Il s'est mis devant nous, il nous a tiré la langue. Il a pris l'essuie-glace du camion, enfin du camion de l'estafette, il nous l'a coupé en 2. Et il est parti en courant. Alors on n'allait pas laisser passer ça. On connaît son père, on connaît sa père, c'est des gens bien, tatati, tatata. Les pompiers, oui, non, on le connaît, il vient souvent. Il veut être pompier d'ailleurs, mais bon, vous savez, il est un peu bizarre, il fait un peu neuneux des fois. Il est costaud physiquement, mais enfin, bon, très bien. Alors je vois le père, je vois la mère. La mère me dit, vous savez, le petit, le pauvre, il n'a pas de chance. De temps en temps, ça lui prend. Là, ça faisait 2 mois qu'il était dans sa chambre. Il ne voulait plus sortir de sa chambre. Il ne mangeait plus. Il disait des choses bizarres. Il s'est poussé les cheveux. Il s'est poussé la barbe. Il ne voulait plus s'habiller. J'avais un mal fou pour le faire manger. Et surtout, il me disait des propos que je ne comprenais rien. Il me parlait de je ne sais pas qui, des voisins. Bon, comme vous. Je vois le père me dit, mais non, c'est ma femme, elle lui passe tout, elle est pénible, elle ne comprend pas, ça fait des années, je lui dis, mais laisse-le tranquille, il veut partir, laisse-le partir, elle ne veut pas le laisser partir sous prétexte qu'il est fragile, etc. Bon, le frère aîné me dit, non, vous comprenez, non, c'est mes parents le rendent fou, complètement fou. Si mon frère est comme ça, c'est à cause d'eux, il ne peut rien faire, il ne peut pas sortir, il voulait travailler. Je l'ai pris avec moi chez moi pour le faire travailler, ils sont venus rechercher sous prétexte que tati, tatati. Bon, et puis moi, je vois, ça prend 1 heure. Hein. Je vois le patient, 1 heure de plus. Donc là, bonjour monsieur, je suis le docteur Esca, tati, tatata, j'essaie de rentrer en contact, c'est pas facile, il me regarde bizarrement, bon. J'arrive à lui poser quelques questions. Il ne voulait pas me parler de lui, ni de ce qui se passait. Mais je dis, pourquoi il y a les pompiers alors, bon. J'ai réussi à entamer un dialogue avec lui, mais sans pouvoir avoir accès, au fond, à ce qu'il pensait, à ce qui se passait en lui. Bon, il était dissocié, il me regardait, bon, bref. Et au bout d'1 heure de plus, je sors, et tout le monde m'attendait dans le hall, en fait. Et personne. Donc, alors, monsieur, je suis le docteur, donc je m'adresse à eux, je dis, écoutez, voilà, bon, sauf erreur de ma part, votre fils, ce monsieur, etc., donc, présente un accès processuel d'une psychose dissociative chronique de type paranoïde. Et tout le monde nous dit, ah, c'est qu'on a eu peur, vous savez. Ils étaient soulagés. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Je vais être psychiatre, je me suis installé, donc j'ai quitté pour être psychothérapeute, définitivement. Mais j'étais fort à l'époque. J'étais très fort. Ouais. Ok, ça éclaire des choses. Ouais. Est-ce qu'on pourrait essayer d'avoir cette discussion alors autour de cette difficulté qu'il y a entre être le médecin qui prescrit, d'ailleurs pas que des médicaments, qui peut prescrire aussi des ateliers, qui peut prescrire des soins individuels, qui peut prescrire des tas de choses, et qui est aussi celui qui reçoit la famille et qui peut-être fait de la thérapie familiale. Pardon ? Pierre Ballarin, thérapeute familial, assistant social.
thérapeute systémicien. Ravi d'être à ce colloque. Et juste peut-être dire où est-ce que vous exercez? Je travaille en psychiatrie. Je suis à côté d'une psychiatre avec qui je travaille, d'une pédiatre formée. Voilà, c'est là que ça devient compliqué et c'est intéressant. Qui suis-je? Voilà, qui suis-je? Je suis un être hybride qui aime bien aider les gens, notamment quand ils viennent en famille. Voilà. Et là, effectivement, ça peut aller jusque-là. Mais dès qu'on commence à dire le mot psychose, dès qu'il est lâché quelque part, c'est-à-dire dès qu'il y a effectivement un diagnostic qui est posé de façon discrètement ou pas verticale, l'horizontalité systémique en prend un sacré coup, pour moi. Donc effectivement, c'est intéressant, je trouve, l'utilité du rôle et de la fonction d'un psychiatre dans une position de supposé savoir pour venir rassurer juste un peu, peut-être, les gens, comme vous venez de le dire, Dr Escaf, c'est-à-dire au fond, quelque part, effectivement, c'est une très belle métaphore, quoi. Au fond, voilà, il y a un savoir qui tombe tout d'un coup, qui vient rassurer tout le monde. Ça, c'est ma première question, c'est-à-dire en fait, travailler peut-être avec un médecin permet à certains moments, lorsqu'on n'est pas médecin, lorsqu'on est travailleur social et qu'on est un peu hybride, vous n'avez pas les infirmiers, bon, moi je suis assistant social, en fait, ça permet peut-être de travailler la psychose et ça permet peut-être, au fond, de s'approcher de quelque chose qui a été dit psychotique, mais au fond. Est-ce que ça veut dire que les choses sont terminées, fermées, bouclées? Ça, c'est ma deuxième question. C'est-à-dire le fait que la psychose a été très peu abordée, notamment, par exemple, sur la revue Thérapie familiale. Je disais ça dernièrement, et ils se posaient la question. Sur le dernier numéro, ils disent la psychose, en fait, est très peu abordée. Et ma question, en fin de compte, concerne ça. C'est-à-dire, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'ai juste une petite hypothèse autour de la question de la peur, peut-être la mienne d'ailleurs. C'est-à-dire, et le courage qu'il faut pour durer, c'est-à-dire pour travailler longtemps, peut-être, c'est mon hypothèse, autour justement de quelque chose qui paraît manifestement spectaculaire, voire qui a été diagnostiqué psychotique. Voilà. Et je voulais avoir votre avis sur cette question-là, qui est une question pour moi importante, parce qu'au fond, on sait bien que les fondations, les fondements de la thérapie familiale, ben, ça part quand même de la question du double lien, et quand même autour de la schizophrénie en grande partie, c'est-à-dire de quelque chose de psychotique. Et aujourd'hui, je me pose la question, effectivement, de savoir, au fond, est-ce qu'on peut avoir peur? Est-ce qu'il est légitime d'avoir peur? Et où en est-on par rapport à cette confrontation à la question de la psychose? Merci, excusez-moi, j'étais un peu long. Juste la reformule, c'est l'idée que la psychose, en tant qu'elle ferait peur, serait une des causes du fait que les thérapeutes de famille traitent moins, soient moins présents ou aient déserté ce champ de la psychose. C'est ça l'idée, hein? La question plutôt, l'hypothèse. C'est pas forcément ce que j'ai entendu. Je crois que j'ai entendu plus la partie systémique versus diagnostic individuel. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi d'ailleurs les deux. Voilà. Non? Voilà. Mais je pense qu'il y a les deux. Bon, d'abord, à propos de la profession d'assistant social et thérapeute familial, je pense que la question de la double casquette peut absolument se poser comme aux médecins prescripteurs et aux médecins thérapeutes de famille. Donc la question, vous êtes en train de voir une famille, quelqu'un vous demande, mais dis donc, est-ce que le protocole, vous avez fait la demande de relogement, et donc il y a des ressources que peut mobiliser un assistant social dans la dimension des faits, qui est une ressource pour la famille, et comment on peut mobiliser ces ressources sans se prendre les pieds dans le tapis comme thérapeute familial. C'est du même ordre que la question comment on peut être un thérapeute de famille sans se prendre les pieds dans le tapis quand on commence à devenir prescripteur de médicaments. Donc la question de cette double casquette, je pense qu'elle reste pour n'importe quelle action où on essaye de mobiliser des ressources dans plus d'une des dimensions que j'ai décrites tout à l'heure. Ça, c'est un point séparé. Question du diagnostic. Je vais vous raconter quelque chose. Alors, j'ai un patient qui a un parcours de schizophrénie depuis l'âge de Watergate. Donc, ça fait la fin des années 70. Je le rencontre dans le milieu des années, donc 30 ans plus tard à peu près, avec son diagnostic de psychose.
Et c'est un type donc, qui était dans le gouvernement, qui était qu'on appelle civil servant en anglais, et qui a donc une pension du gouvernement liée à son diagnostic d'invalidité due à la psychose. Donc il reçoit de l'argent du gouvernement américain depuis 30 ans, et il a un délire relativement fixe de persécution de gens qui savent qu'il avait quelque chose à voir avec Watergate et qui le persécutent parce qu'il a vu des choses. Donc, une construction paranoïaque. Il a donc des gens qui le persécutent, qui l'insultent, qui lui envoient des rayons dans la figure, dans les yeux, et à qui il réplique en leur envoyant des insultes. Ces insultes, il les émet extrêmement fort et extrêmement mal. Aux États-Unis, ça passe très très mal. Grosso modo, sur le trottoir, hurlant « Allez vous faire enculer, vieille bande de cons ». Si on croise quelqu'un de réel sur le trottoir, en principe, ce genre de phrase passe assez mal et ça pourrait être assez dangereux, ce dont il est conscient. Donc, une des demandes, alors, il vient vers moi après avoir épuisé sur des psychiatres sur 30 ans, je suis la dernière nouveauté dans la ville, il vient me consulter pour continuer à voir un psychiatre. Alors, il m'explique, alors, en fait, il a des antipsychotiques. On n'a jamais trop traité sa psychose. Il a toujours la même psychose depuis 30 ans. C'est une psychose chronique. Alors, ce qu'il m'explique, c'est que, alors, à un moment donné, ce qu'il me dit, c'est qu'il a très peur de ces insultes parce qu'il pourrait vraiment se faire casser la figure. Hein. Si on croise un type, aller dans vieil enculé, démerde-toi d'ici, ça pourrait mal se passer avec un point dans la figure ou plus. Alors, il est très reconnaissant de mes médicaments. Parce qu'il a compris que quand il prend mes médicaments, il parle d'une manière à ce que ces gens-là l'entendent, mais pas les gens qui croisent sur le trottoir. Et donc, il parle, il pense, donc il parle moins fort, ce qui dit que donc, les gens qui croisent réellement sur le trottoir ne l'entendent pas, mais que les autres l'entendent quand même. Et donc, il est reconnaissant de ma prescription. Et il ajoute à ça, mais vous, bien sûr, vous croyez que ces gens n'existent pas. Moi, je sais qu'ils existent. Vous vous rendez compte, si ce n'était pas vrai, puis qu'ils n'existent pas comme vous le croyez, ça voudrait dire que j'étais schizophrène pendant 30 ans. Vous vous rendez compte ce que c'est triste. Et alors, qu'est-ce qu'on fait là, justement, du diagnostic, etc. Alors, en fait, je lui dis, je suis bien d'accord avec vous qu'on voit les choses différemment, mais que je suis contente que je puisse vous aider. Donc ça, c'est pour répondre à la question du diagnostic qui est un peu plus compliquée. L'autre partie du diagnostic un peu plus compliquée, c'est qu'aux États-Unis, on doit non seulement, dans le travail que je faisais avec des adolescents 14 à 21 ans, à partir de l'âge de 14 ans, le jeune doit signer son diagnostic et signer pourquoi il prend le médicament et les effets secondaires du médicament. 14 ans, pas même 18. Donc, là, il faut se retrousser les manches quand on a quelqu'un à qui on prescrit un antipsychotique et qu'on met un diagnostic de psychose. Et là, justement, j'ai appris avec ce type de réaction à pouvoir entrer quand même dans un dialogue. Et donc, par rapport à ça, c'est quelque chose que je partageais parce que c'est très, très particulier. L'obligation d'annoncer le diagnostic que l'on utilise dans le travail avec quelqu'un officiellement et pas derrière son dos. Donc ça, c'est un autre élément. Alors sur la partie, je dirais, de la discussion qu'on a sur l'origine de la psychose avec l'histoire de la circularité que vous avez mentionnée, là, je rapporte à la discussion de ce matin sur des hypothèses qui probablement sont quand même pas trop vérifiables, mais d'un autre côté sur le fait qu'on n'a pas non plus à abandonner l'intervention, je dirais, stratégique pour aider des gens, et pas non. Alors c'est dans ce sens-là que la thérapie contextuelle est intégrative, au sens où elle propose de déplier les situations cliniques dans les 5 dimensions et ensuite de voir dans quelles dimensions les interventions seraient les plus pertinentes et quels outils on a pour nous, en tant qu'intervenants, intervenir dans quelles dimensions. On pourrait avoir quelqu'un qui n'est pas du tout formé à travailler dans l'éthique relationnelle, qui pourrait dire, là j'ai vraiment un problème, je vois que c'est des gens qui parlent de justice, moi je ne sais pas très bien comment me débrouiller, je peux référer à un thérapeute contextuel, ou à l'inverse, dans l'autre sens. Donc c'était pour préciser ces différents points. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou pas. Il y a la question de ne pas tout faire, quoi.
Donc on peut travailler dans les 5 dimensions. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on pourrait faire mais qui seraient contradictoires avec la posture et la place qu'on occupe. Ou dans une institution, ou je pense aussi à ceux qui sont en libéral, qui ne peuvent pas être à toutes les places. Mais le fait de reconnaître, c'est-à-dire c'est la différence entre prendre en compte et prendre en charge, quoi. C'est-à-dire, je peux prendre en compte dans les 5 dimensions une série de problèmes et une série de ressources, et me dire je ne peux pas tout prendre en charge, mais qui doit prendre en compte? C'est-à-dire, le problème qu'il y a, c'est quand on ne peut pas prendre en charge, mais que ça n'est pas traité. Le problème, c'est que cette non-prise en compte a des conséquences dans le travail thérapeutique. Oui, c'est une sorte de truc qu'on construit d'un côté, mais comme il y a toutes les dimensions qui sont constamment mutuellement dépendantes, quand une autre dimension n'est pas traitée, alors on prend le risque que ce qu'on se construit dans une dimension s'effondre dans les autres. Donc voilà, essayer de trouver le moment, mais dans l'intégration, je crois il faut que chacun prenne d'identifier et sous-traiter, enfin sous-traiter, c'est pas le bon terme, mais de construire avec les autres des interventions qui soient. Une phrase de plus, c'est donc là, dans ce sens-là, la thérapie, Marie avait une fois dit, il n'y a aucune différence entre thérapie contextuelle et bonne thérapie, pour ça. Pourquoi? Parce que c'est la maturité thérapeutique qui, justement, exige qu'on ne s'enferme pas dans une seule hypothèse et qu'on se prenne les pieds dans une piste qui n'est pas porteuse, et que la maturité du thérapeute, c'est de l'intervenant, c'est de pouvoir vraiment déplier la situation qui se présente à lui sous toutes les dimensions. Alors, une fois, c'était une histoire, je vous raconte très très rapide, une histoire de non-diagnostic. Un type qui arrive chez moi, que j'avais en thérapie familiale, et qui vient en disant, il faut que vous me diagnostiquiez comme kleptomane. Alors, il avait passé avec la charrette, pas juste avec une paire de souliers, mais au bricot, qu'on s'appelle ça, bricot dépôt, avec des pots de peinture, des trucs comme ça. Il en avait pour, je sais pas, 200 €. Et il s'était fait arrêter, puis il a réalisé à ce moment-là, il a dit « Ah, vous savez, je suis en traitement psychiatrique, j'ai une psychiatre. » Alors il a dit « Écoutez, si c'est un problème lié à vos problèmes psychiatriques, il faudra avoir un certificat. » Alors j'ai pris la DSM avec lui et j'ai fait la liste des symptômes de la kleptomanie qui sont très liés au fait de voler des objets qui n'ont aucune valeur. Et je lui dis « Je suis désolée, monsieur, mais je ne peux pas vous faire votre certificat. » Est-ce qu'on pourrait essayer de revenir à cette discussion sur la prescription? Donc, il y a une personne qui voulait intervenir et puis une autre question après. Bonjour Marie, je suis psychiatre, PH, et on intervient, mon conjoint et Marie est psychiatre aussi dans le même service. On intervient en Vendée sur l'hôpital de Châlons. Donc, on est très intéressés par ce débat parce qu'on est justement de cette complexité où on a à la fois une responsabilité de ce qu'on appelait le secteur, des lits d'hospitalisation, du CMP, et on a la chance de pouvoir pratiquer cette intervention thérapeutique, parce que moi j'ai fait le module, mais je ne suis pas thérapeute, mais bon, j'ai fait les 4 ans. Et donc on intervient en thérapie familiale et conjugale sur un espace réservé au sein d'un CMP sur une journée. Donc, comme disait l'autre que le mardi, nous c'est que le mercredi. Et je dirais que moi, j'avais envie d'intervenir dans le sens où on essaie justement d'abord de penser système institutionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. Donc on essaie de faire en sorte que quand on est psychiatre référent au sens psychiatre, chibiatre, hospitalier, CMP, on a effectivement notre file active avec notre patientèle, entre guillemets. Et quand on intervient en tant qu'intervenant thérapeute, thérapie familiale, on ne prend pas nos patients. En revanche, on peut faire bien sûr des rencontres avec des familles au sein de l'hospitalisation où on va accueillir des familles autour de la problématique du sujet hospitalisé et on va leur faire part qu'il y a cet espace-là où ils peuvent aborder un travail éventuellement de thérapie familiale. Mais on leur dit d'emblée qu'on ne sera donc pas intervenant pour cette thérapie familiale. Donc ça demande toute une gymnastique à la fois de ne pas cacher qu'on fait partie de l'équipe de thérapie familiale, que là on est en tant que psychiatre pour le sujet hospitalisé ou au sein du CMP, mais on sait qu'on peut s'appuyer, je dirais, sur nos collègues qui sont ou psychiatres ou infirmiers. Enfin, psychiatres, on n'est que 2 et donc il y a 6 infirmiers qui eux-mêmes doivent jouer la double casquette qui est effectivement pas simple d'être infirmier en intra ou infirmier en CMP et avoir un temps dédié pour faire de la thérapie familiale et conjugale. Qui ont dû s'adapter aussi pour que nous, quand on est en séance co-thérapeute avec un infirmier, je ne suis pas docteur Serra, je suis Marie. Quand on se présente aux familles, certains peuvent m'avoir déjà rencontré aux urgences, et c'est vrai que c'est compliqué des fois parce qu'ils semblent
me reconnaître, parce qu'on n'est que 5 à faire des gardes, donc parfois notre trombinette, elle est un peu connue. Donc on doit faire l'effort de se décaler et dire je suis ici en tant que mari, je ne suis pas ici en tant que docteur. Et moi je dis que ça m'apporte une énorme respiration parce que justement, pendant ces séances, le symptôme, au sens clinique, dépression, bipolarité, on s'en dégage totalement et ça donne une respiration dans notre clinique, dans notre façon de voir les problématiques, de pouvoir traiter le sujet. Et je trouve ça très équilibrant personnellement. Et je pense que si ça m'équilibre, ça doit forcément apporter effectivement à ceux qui viennent nous voir. Donc c'est pour dire que voilà, c'est possible. Ça demande une gymnastique. C'est pas très simple, mais je trouve que c'est très enrichissant. Et je pense qu'il faut aussi partir de la demande du sujet, parce que on sait combien la demande, c'est important. On a effectivement des gens qui sont étiquetés schizophrènes ou psychotiques pendant de longues années, qui grâce à ça ont des allocations, ont une place dans la société, ont des revenus pour survivre. Si on leur dit d'un coup, mais non, vous n'êtes pas schizophrène, c'est juste un problème familial, ça va être compliqué. Si en même temps, il y a des familles qui ne veulent pas se mobiliser parce qu'au niveau de leur équilibre, de leur homéostasie, c'est pas possible d'aller faire ce travail, on ne peut pas vouloir pour eux non plus. Donc c'est toute cette fragilité d'évaluer quel est notre désir et quel est leur désir, pas coller notre désir sur leur désir, et voir qu'est-ce qui est le plus économiquement psychique, qu'est-ce qui est le plus fonctionnel pour chacun d'eux. Ils ont la liberté de venir en thérapie familiale, maintenant s'ils n'ont pas envie de le faire, on ne va pas les y obliger. Donc c'est là où on est dans deux champs qui pour moi ne s'opposent pas, mais qui correspondent aussi à quel niveau d'engagement, à quel niveau de recherche les familles ou les sujets sont présents. Et on peut éviter un diagnostic trop douloureux, comme la psychose. C'est vrai que des fois, ça fait des bombes. Et on peut dire juste, vous présentez un trouble de type. En sachant que même les allocations pour adultes handicapés, c'est pour 5 ans maxi, voire 3 ans. Donc on a toujours le droit de revenir sur cette étiquette qui serait collée ad vitam. Voilà un peu mon retour. Merci pour cette partage d'expérience. Donc, si je comprends bien, vous avez dans votre équipe des gens qui sont formés à la thérapie familiale, dont les psychiatres. Et lorsque vous êtes... C'est ça, mais les autres sont aussi formés. Il y a d'autres praticiens formés à la thérapie familiale qui ne sont pas psychiatres. Les infirmiers, c'est ça. Donc, lorsque vous êtes référent d'un patient en tant que psychiatre, vous ne faites pas la thérapie familiale. Vous pouvez voir les patients, la famille, dans le cadre du suivi thérapeutique du patient, mais ce n'est pas de la thérapie familiale. Donc il y a une pratique avec la famille, mais il n'y a pas la thérapie familiale si vous êtes le psychiatre référent. Et c'est d'autres membres de l'équipe, l'autre psychiatre qui travaille à ce moment-là la thérapie familiale. C'est ça? Ok. D'accord. Et puis après, il y a la question de, effectivement, la thérapie familiale, on ne va pas de force. C'est compliqué ce concept. Mais est-ce que s'il n'y a pas de demande de thérapie familiale, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas travailler avec la famille? C'est cette question. C'est ça. Bien sûr. Bien sûr. Ok, peut-être il y a d'autres interventions, d'autres questions. Je crois qu'il y a vraiment plusieurs questions. Il y a plusieurs questions, super. Il y a quelqu'un qui a récupéré le micro au fond, je crois. Alors, on va engager un dialogue éthique pour savoir qui doit prendre la parole. Alors, il y avait monsieur en bas. Monsieur en bleu, ça fait un moment. Superbe. Merci beaucoup. Voilà. Thomas Ville, je suis psychiatre à Genève. Je suis aussi thérapeute systémicien. J'aime plus dire thérapeute familial parce que je vois que des systèmes. Finalement, c'est beaucoup plus simple. Je suis aussi père, je suis aussi mari. Je suis père d'enfants que je vois. Je suis père d'enfants que je vois plus. J'ai aussi milité chez les Insoumis, donc j'ai beaucoup d'étiquettes. Et puis tout ça, ça me pose aucun problème. Je me sens pas coupé dans ma thérapie et dans ma pratique. Alors, par rapport au sujet qui est posé de l'origine de la psychose, moi, finalement, dans ma pratique, je me suis détaché de cette question d'où vient la psychose. À la limite, c'est plus. J'ai réglé cette question et je me pose même plus la question d'où ça vient. Par contre, je me rends compte dans le débat qu'on a, ça dépend de qu'est-ce qu'on met entre les gens.
Et alors, je me suis quand même rendu compte que, par exemple, si je reprends l'exemple de M. Christian, je m'excuse, oui, voilà, j'ai adoré votre présentation du militaire. C'est vrai que quand on met quelque chose entre les gens comme des gènes, ben, ça peut créer un sacré problème. Et quand on met un problème d'impuissance, c'est beaucoup plus simple. Donc la cause, moi je suis assez sensible à cette question de neurobiologie aujourd'hui, parce que l'histoire un peu de la thérapie systémique, d'abord c'était les familles, enfin, je schématise et je simplifie, je ne suis pas un historien de la systémique, d'abord c'était les familles, ça posait problème, après c'est l'individu, sous la forme de maintenant avec son cerveau, et quand on met le cerveau entre les gens, ben, peut-être ça rassure les familles, mais c'est peut-être pas très sympathique pour la personne, en tout cas c'est dans ma pratique. Alors moi ça me pose des problèmes, du coup au lieu d'utiliser la systémique pour expliquer d'où ça vient, j'utilise finalement dans ma pratique la systémique pour fabriquer des bonnes relations entre nous. Qu'on mette entre nous un cerveau qui dysfonctionne, si ça ne marche pas, ben je mets autre chose. Hein. Je mets, par exemple, j'ai transformé, par exemple, j'avais aussi une situation d'une personne qui génétiquement devait se comporter d'une certaine manière, c'était un transsexuel, qui génétiquement devait se comporter d'une certaine manière, mais il n'était pas content. Finalement, on a transformé son identité, au lieu de dire un homme ou une femme, parce que c'était ça la question qu'il voulait, se faire opérer ou pas, on a transformé l'identité en un artiste, et il était reconnu comme ça dans son village, alors qu'en tant qu'homme, il n'était pas reconnu, femme non plus, ça posait encore plus de problèmes. Mais en tant qu'artiste, il était reconnu par lui-même, il était vachement content avec lui-même, avec cette identité. Et dans le village, on le reconnaissait aussi comme un artiste, et ça a beaucoup réglé les problèmes. Alors quand on dit, c'est vrai, monsieur ou madame ou artiste, finalement, on a multiplié les identités, ça a beaucoup réglé les problèmes. Voilà, merci. Oui, bonjour. Docteur Emrard, donc je travaille sur Aurillac, dans la campagne, sur des ITEP, donc j'interviens dans les ITEP et dans les IME. Et alors c'est vrai que moi je voudrais dire juste une chose très simple, c'est que les mots sont des masques qui n'ont rien à cacher. C'était Bernard Lubac qui disait ça, enfin il le dit encore. Et je crois qu'il faut faire attention en fait aux mots qu'on utilise quand on porte un diagnostic, à quelqu'un. Alors pour nous, peut-être en tant que médecin, en tant qu'éducateur, en tant qu'infirmier, ça a un sens. Mais je crois que dans les familles, expliquer à la famille la psychose, c'est très compliqué. En fait, c'est même impossible, je dirais. Parce que pour nous déjà, on a du mal à donner un sens à ça. Donc comment arriver à donner un sens à une famille qui en face n'a pas les mêmes, compréhensions de la symptomatologie et de la maladie, quoi. Voilà, c'est tout. Curieusement, dans mon parcours, en fait, en même temps, dans les mêmes semestres, j'ai enseigné à l'université de 25 ans la thérapie contextuelle et une bonne quinzaine d'années la nosologie ou type DSM pour les thérapeutes familiaux. Et si on prend la DSM au sens pur et dur, qui est simplement un descriptif sans intention de causalité, simplement, est-ce qu'on parle de la même personne, vous et moi? Parce que quand on parle de psychose, on ne parle pas forcément du tout de la même personne, au sens du diagnostic. Hein? Il y a des critères par rapport à la maladie bipolaire, il y a des critères par rapport à la schizophrénie. Et curieusement, c'est à travers cette démarche que j'ai fait avec les adolescents avec qui je discutais leur diagnostic. Et des fois, ils n'étaient pas d'accord. Et ils me disaient, mais ça, j'ai pas, mais il y a autre chose. Je disais, écoute, avec les adolescents, hein, alors, toi, tu prends 3, moi, je prends 3. On regarde qui c'est qui gagne. Ça veut dire qu'en fait, en prenant les diagnostics de la DSM au sens pur, enfin, s'il y a 4 critères et pas 3, ou s'il y a 3 critères et pas 4, et à ce moment-là, on arrive simplement à dire, OK, et même j'ai pu le faire justement avec la schizophrénie, la question, c'est pas de savoir ce qui se passe, c'est la question que là, il y a quelque chose qui est décrit, disons, qui est décrit techniquement comme ça, et puis ensuite, on se débrouille avec. Et donc, c'est assez particulier comme démarche qui est totalement à l'opposé des hypothèses systémiques, etc. Mais l'avantage de la DSM, c'est qu'elle n'est plus causale, comme étaient les DSM précédentes jusqu'à numéro 3, qui avaient des hypothèses psychodynamiques. Et donc, moi, j'ai vu un avantage à ne pas me faire trop de soucis
à poser un diagnostic, quand même avec mon patient en disant il ne voit pas les choses la même chose, ce qui permet à quelque part de dire que ça, c'est ce qui est décrit, c'est ce qu'on va utiliser même pour les factures, etc. Et puis ensuite, qu'est-ce que ça veut dire dans les relations, etc., un autre sujet. C'est une des démarches possibles par rapport à votre question, mais qui n'est pas forcément la plus recommandable. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'en ai eue qui marche. Oui, d'accord, je vois bien ce que vous voulez dire avec le DSM, mais quand même, il y a un moment, c'est bien le DSM parce que ça permet d'avoir, nous, en tant que thérapeute, des idées claires, mais ça reste quand même l'idée de mettre une personne dans une case. Et je suis désolé, mais malheureusement, maintenant, de plus en plus en médecine, on a tendance à aller mettre des gens dans des cases et ne pas prendre l'individu humain, la personne humaine, même peut-être animale, dans sa globalité. Alors c'est vrai que ça peut être très bien parce que ça permet de dire, voilà, vous avez cette maladie et donc on va faire telle thérapie. Mais est-ce que c'est pas quand même très réducteur de l'espèce humaine, quoi? Alors, encore une fois, c'est un diagnostic en collaboration. Je crois que c'est très difficile à saisir, c'est que je lui montre dans quelle case cette personne est pensée. Mais on discute de cette case en collaboration pour voir lui où il pense qu'il n'est pas dans la case, moi où je pense qu'il n'y est pas non plus, ou bien où est-ce qu'on est d'accord que ça correspond plus ou moins. Et donc, il y a un processus collaboratif très particulier, qui peut-être, on ne va pas aller plus loin, mais qui n'est pas que moi, en tant que médecin, je lui impose un diagnostic, c'est que je lui explique comment ce diagnostic, comment ce manuel est utilisé. Je lui explique comment le diagnostic se construit, je lui montre le texte, on lit les textes ensemble, et donc ça devient très très différent que de lui dire, écoutez, vous avez tel et tel diagnostic, et puis après de faire de la psychoéducation là autour. C'est que, en fait, j'annonce, comment ça veut dire ça? Je lui montre mon sac à outils, si on veut. Je lui dis, voilà, c'est comme ça, et dans ce sac-là, c'est comme ça qu'il y a la case là, et est-ce que cette case correspond ou pas pour vous? Est-ce qu'elle correspond pour moi? Donc c'est un truc collaboratif qui est difficile à disons, décrire dans le fin. Contexte, aux États-Unis, vous avez cette obligation à signifier, etc., etc. Donc c'est le contexte légal qui détermine aussi d'inventer des pratiques pour pouvoir faire et s'adapter dans ce contexte légal. Et quand on est aux États-Unis et qu'on est psychiatre, on fait comment? Oui, je vais peut-être vous donner... Il faut être créatif. Oui, c'est ça. Si vous permettez. La psychose, ça ne s'explique pas pour moi. Je suis psychiatre. On peut expliquer un diagnostic, mais pas une psychose. Le diagnostic, il est descriptif, il n'est pas explicatif. Le diagnostic ne reflète pas les qualités du malade, de l'usager qui est devant moi. Il reflète les propriétés de la relation qui m'unit à moi qui le décrit comme ça. D'ailleurs, vous trouverez souvent des psychiatres qui ont des diagnostics différents. J'ai un exemple, moi, d'un malade, authentiquement avec une psychose paranoïaque grave. C'est-à-dire, il se battait, il donnait des coups de couteau, il passait, bon. Je le voyais avec ses parents au début, il avait un délire de filiation. Il disait que son père n'était pas son père, que son père était un grand bandit, donc il connaissait un nom, que tout le monde connaît ici, non, et bon, etc., etc. Puis j'ai arrêté parce qu'il devenait dangereux pour son père et sa mère. Ils auraient pu les tuer. Ils les avaient désignés comme des persécuteurs. Bon, donc, du coup, c'est un cas, par exemple, où j'ai arrêté, moi, de les voir en famille. Et je l'ai suivi tout seul pendant 8 ans. Alors qu'il ne supportait pas les psychiatres, moi, il m'a supporté. Il m'a supporté pour plusieurs raisons. La première, parce qu'il m'a dit, le traitement, c'est moi qui vais le prescrire. Je lui ai dit, écoutez, si le traitement que vous allez vous prescrire ne me met pas en cause sur le plan professionnel ou en termes de responsabilité, il n'y a pas de problème. Donc, il prenait un antidépresseur. Mais un antidépresseur, quand on est délirant, c'est embêtant, parce que en général, ça excite. Il m'a fait une dose tellement telle que, de toute façon, il me dit, ça me fait dormir. Il le prenait comme un hypnotique. Moi, j'expliquais, c'est pas l'hypnotique, tati-tata. Et puis après, il acceptait de prendre un neuroleptique doucement, qui a calmé le jeu. Il s'est rendu compte que ça a calmé le jeu. J'ai écouté, il a fait du sport, il s'est fait jeter de son école de commerce, etc., etc. Au bout de 7 ans, il me dit, j'ai pas d'argent. Ça faisait un moment qu'il me dit, j'ai pas d'argent, mes parents m'ont coupé les vivres, etc. J'ai dit, vous savez, vous avez un comportement, vous avez une façon de vivre qui vous donne des droits, à condition qu'un psychiatre le voit. Mais pourquoi? J'explique ce que fait le psychiatre. Le psychiatre, il dit que si un patient, vu de ses yeux, présente tel comportement, souffre, n'a pas la vie qu'il veut,
n'a pas un comportement adapté peut se trouver dangereux pour lui ou pour les autres, à ce moment-là, eh bien, il a des droits, mais ça s'appelle comme ça. Et je l'ai ici. Si je vous lis le courrier que j'ai écrit, parce qu'après il a accepté d'avoir une AH, ça a pris 7 ans, ça. Hein. J'ai fait 14 pages pour lui, pour expliquer sa biographie, etc. Je pense que l'expert de Mme Armand. Et je lui dis, écoutez, vous le lisez et vous me dites si vous êtes d'accord. Mais ça faisait pendant 8 ans quand même. Hein. Je le voyais tous les mois environ. Après, il m'a fait, je ne dis pas l'histoire qu'il m'a fait. Bon, bref. Il me téléphone, il me dit, Monsieur Esclaf, je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est moi ça? J'ai dit, non, ça c'est pas vous. Ah bon, il m'a dit, mais c'est qui alors? J'ai dit, c'est comment je vous vois? Ah, vous auriez pu le dire avant, il m'a dit. Bon, je vais voir. Il raccroche, bon, 15 jours après il revient. Il me dit, mais pourquoi vous me voyez comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais même pas moi-même. En même temps, je peux vous mentir si vous voulez. Je peux vous faire croire que je ne vois pas comme ça. Mais je ne l'écrirai pas. Mais si vous voulez que je sois votre médecin et que je travaille avec vous et accéder à des droits, parce que vous aurez de l'argent, vous aurez ceci, vous aurez cela, et vous aurez des soins spécialisés, vous aurez droit à des soins spécialisés remboursés, etc., etc., c'est comme ça que je vous vois. Il me dit, bon, mais je signe le courrier. Il n'a pas signé, mais bon. C'est un cas quand même, madame. Hein. Mais moi, je n'ai jamais expliqué à quelqu'un un diagnostic, une psychose, jamais. Hein. J'ai toujours expliqué comment je les voyais, ils étaient d'accord ou non, mais dire vous êtes comme ça, c'est impossible pour moi, je ne suis pas voyant, quoi. Malheureusement, la médecine, le statut épistémologique, la façon dont on apprend la médecine, nous apprend que tout ce que nous voyons chez l'autre n'est qu'une propriété de ce qu'il a. Ça, c'est le lien anatomoclinique. Mais en psychiatrie, en psychologie, ce lien, il n'existe pas, ou quand il existe, c'est ténu, enfin, c'est marginal. Une psychose, ça ne s'explique pas. C'est bon pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler. Hein. De dire à quelqu'un, vous savez, moi je vous vois, et ce que je vois chez vous me fait penser que peut-être vous souffrez de psychose. Ah bon, vous trouvez, pourquoi pas, expliquez-moi. Après, bon, ça fait, bon, voilà un peu. Mais après, aux États-Unis, c'est différent, puisque vous... Il y a un parallèle un petit peu. Ah oui, il y a un parallèle, oui. Dans ce que vous racontez, oui. j'ai résumé trop. Non, mais nous, on n'est pas tenus, si vous voulez, on n'est pas tenus de marquer, d'écrire. Enfin, sauf à l'hôpital, peut-être, quoi comme en pédo, ils ne le font pas. Hein. En pédo, les diagnostics, pour les avoir, vous pouvez courir. Hein. Et même chez les adultes maintenant. Depuis que Kouchner a dit que les dossiers appartenaient aux patients, les psychiatres se méfient de ce qu'ils écrivent. Hein. Donc, maintenant, ils ont raison. Bon. Moi, paranoïaque, je vous mets au tribunal. Bon, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'il y a une dernière intervention avant qu'on aille déjeuner? C'est-à-dire que je n'ose plus parce que ça va faire totalement rupture avec ce qui... C'est vachement à la mode, disruptif. Non, pas rupture dans la mode de pensée, mais beaucoup moins intéressant. Je suis moi juste chef de service dans un service de placement familial et j'avais une question. Donc ça va faire totalement rupture avec la psychiatrie pure, etc. Moi, la thématique, là, c'est psychiatrie, alliance thérapeutique et ressources de la famille. Nous, on travaille dans l'aide contrainte et donc dans des paradoxes qui rendent fous. Beaucoup, les enfants dont on s'occupe, les enfants qui sont psychotiques. On a des enfants psychotiques, quelques-uns dans notre service, dont on a du mal à se départir, sachant qu'on est coincé entre la clinique de terrain et la question judiciaire, et que ces enfants sont aussi, en plus, en placement familial, pris dans des conflits de loyauté entre familles d'accueil. Voilà. Donc on nous demande à la fois de protéger ces enfants, à la fois un peu de les soigner. J'étais sur la question de tout ce qui a traversé ces quelques heures, les paradoxes, mon contexte, ce que je suis, la question des ressources. Donc j'essaye de mélanger tout ça et de trouver une voie que je suis en train de perdre. Et je voulais savoir si pour vous c'était contre-indiqué dans une question de ressources, la question de la famille d'accueil ensemble, la question du judiciaire, comment faire avec ça, parce que la maladie mentale arrive de plus en plus, on est beaucoup percuté, de plus en plus on est plus sur les questions sociales. On a aussi beaucoup à faire avec la psychiatrie, et puis nos enfants placés sont de plus en plus malades au niveau psychiatrique. En tout cas, un diagnostic est posé en tant que tel. Oui, juste une réponse donc, de chacun, peut-être. La rupture est juste... Non, mais c'est une question passionnante qui va nous permettre de conclure ce symposium.
et d'aller déjeuner. Donc c'est formidable. Je propose que chacun puisse donner une réponse. Oui, moi je donne la mienne, d'accord. Non, c'est une pseudo-contrainte. C'est le juge qui contraint, c'est pas nous. Moi j'ai reçu toute ma carrière des toxicomanes qui venaient, plutôt que d'aller en prison, ils préféraient faire des soins. Et parfois même, je les recevais, ils me disent qu'est-ce qu'on va faire? Je dis écoutez, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Mais je veux un certificat de position disant que je suis venu, il n'y a pas de problème, donc je vais vous le faire. Je le faisais. Et il me dit combien ça dure l'entretien? Ça dure 30 minutes. Bon, d'accord. Je me mettais comme ça. Et je dis bon, mais je vous écoute. Mais j'ai rien à dire. Mais c'est pas grave. Je vous écoute quand même, vous ne faites pas grave. Mais il me dit mais travaillez, faites quelque chose. Non, c'est pour vous. Et au bout de 30 minutes, bien sûr, il s'en va, ou il reste, ou il revient. Mais s'il revient, c'est pour travailler. Et s'il ne revient pas, il n'aura pas son certificat de position. C'est une pseudo-contrainte. On le voit comme ça, c'est le juge qui contraint. Mais ils viennent ou ils ne viennent pas. Nous, on est triangulés entre le juge et les familles. On n'a pas de contrainte, et ils ne sont pas contraints vis-à-vis de nous. Et la question pour nous, c'est comment, l'alliance thérapeutique, 2, activer le réseau. S'il y a un enfant psychotique, ce n'est pas vous qui allez le soigner, mais il faudra activer le réseau. Alors, sur l'aide contrainte, c'est vrai qu'il y a d'autres... Ils ne sont pas contraints. Hein. Nous les voyons contraints, mais ils ne sont pas contraints par rapport à nous. Au contraire, ils sont bienvenus. Ça, c'est une position de libéral. Mais quand tu es en institution, la vie se présente un peu plus compliquée. Mais sur la question de, est-ce que tu peux imaginer, dans le cas d'enfants qui présenteraient des troubles psychotiques, d'avoir une réunion où on activerait les ressources pour cet enfant, qui soient à la fois les ressources de la famille d'accueil et les ressources de la famille des parents de l'enfant, et qu'on puisse avoir un travail ensemble? Est-ce que tu penses que ça serait une bonne façon d'activer les ressources? Bien sûr, mais c'est dommage de se couper d'autres moyens, évidemment, notamment en calmant le jeu. Ça peut calmer le jeu. Un enfant psychotique, mais c'est pas sûr. Hein. Tout dépend. Bon, j'ai reçu un enfant psychotique, par exemple. Une mère, un jour, vient me trouver. Son fils, elle me dit... Alors, elle vient pour un diagnostic. Elle me dit, c'est un enfant cristal. Il était en pleine dissociation, à fond les manettes. Il était mal, il ne s'est pas assis. J'ai regardé 1 heure, la mère. Il a tourné en rond sans arrêt. Il regardait par la fenêtre. J'avais peur qu'il se jette par la fenêtre. Pour moi, c'était horrible. Je lui dis, madame, moi, je ne sais pas ce que c'est l'enfant cristal. Comment vous ne savez pas ce que c'est? Alors, je ne sais pas ce que c'est l'enfant cristal, moi. En fait, il venait de l'hôpital, on leur avait dit, il est schizophrène, il faut le faire enfermer parce qu'il souffre, il est malheureux, il va avoir un sale coup, il risque de mourir, etc., comme ça. Et il vient chez moi pour le garder à la maison, en fait, pour pas qu'il se fasse enfermer. Mais je dis, madame, votre enfant, regardez, dites-lui s'asseoir. Il ne peut plus s'asseoir, je n'ai pas pu poser un mot, il était en pleine dissociation. C'est horrible, non. On peut calmer le jeu. Mais des fois, ce n'est pas toujours possible. Vous, dans votre cas, bien sûr, recevoir, à partir du moment où l'enfant, qui est psychotique ou non, tout dépend du degré dans lequel il se développe, la crise ou les éléments critiques ou les aspects relationnels. Si l'enfant voit que vous êtes respectueux des parents, que ça ne se passe pas trop mal, etc., l'enfant peut se calmer. Mais moi, je trouve dommage de se couper d'autres outils qui font partie du réseau, protection de l'enfance, notamment la pédopsychiatrie, et de ne pas les activer. Après, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Mais pour répondre à ta question, oui, je pense que ça peut calmer le jeu et ça peut être une première étape. Même des fois, tout à fait utile. Hein, oui. Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre participation. Et je vous souhaite un excellent appétit. On se retrouve à 14h pour la deuxième partie de cette journée de travail. Merci.